Richard, alors que tu prends ta retraite en 2019, tu es arrivé comme chargé d'enseignement en 2000. J'aimerais ça qu'on fasse ensemble ton parcours. Tu as été chargé d'enseignement et ensuite professeur, on le sait, mais tu es arrivé à l'école déjà avec toute une expérience. Oui, une expérience que j'avais acquise euh, pas tellement dans le domaine de l'enseignement, mais plutôt, comme tu sais, sans doute, dans le domaine des résidences d'artistes. J'ai été pendant 5 ans directeur du programme de photographie au Banff Center for the Arts à Banff, en Alberta, qui m'avait permis de développer cette espèce d'expertise, si on peut dire, par rapport à l'accueil et faciliter le travail des artistes en résidence. J'ai été là pendant 5 ans. Suite à ça, j'ai été 2 ans à S-Nord-Est, centre de sculpture à Saint-Jean-Port-Joli. Alors j'arrive, puis j'ai ces expériences-là qui m'ont donné, d'une part, je dirais, une perspective sur la pratique artistique. Qu'est-ce que c'est pour le professionnel ou l'artiste, disons, de carrière qui a besoin de temps, d'espace, puis de lieu pour développer sa création. Hein, comme on le sait, la question de la résidence d'artiste, tu es bien placé pour le savoir d'ailleurs, ça a pris une importance considérable à partir des années 80, dans les années 90, et depuis, ça c'est... donc, j'arrive, moi je vais donner un premier cours en janvier 2000, un cours en photo, et de fil en aiguille, donc, je m'insère dans l'école. Donc, je deviens chargé de cours, après ça, chargé d'enseignement, et puis je deviendrai professeur en 2006. Euh, je pense, Richard, et tu me diras si je fais erreur, que c'est pendant la période où tu étais chargé d'enseignement qu'il y a eu une réflexion sur tout ce dont disposait l'école pour la photographie, les laboratoires, l'impression. Ouais, ben, disons que quand j'arrive, je suis un peu étonné de constater que sur le plan des infrastructures, on accuse un retard. Je pense qu'on peut dire un sérieux retard. Les infrastructures, les services qu'on offre aux étudiants euh, sont, on va dire, désuets, pour ne pas dire obsolètes dans certains domaines. Et comme j'arrive avec l'expérience surtout on va dire de Banff, où on avait donné au moment où je suis arrivé à Banff, c'était dans le cadre d'une d'un programme de construction qui avait amené à mettre en place des nouveaux laboratoires de photographie euh, équipés avec la technologie de pointe de l'époque. Et ça faisait très bizarre d'arriver ici puis de constater qu'on avait des sérieuses limites aux moyens pour produire la photographie. Tu étais aussi impliqué au sein du collectif du Centre Vue dès les premières années du Mhm. centre, Oui, peut-être même oui, avant de te rendre oui, à oui, Banff. oui. Donc, tu reviens à Québec et tu vois aussi ce que le milieu offre en général et tu fais la Oui, ben, il y a comparaison. eu un sérieux coup de barre qui a été donné quand les centres d'artistes de Québec, à la fin des années 80, font un effort de se regrouper, puis de vouloir se donner des assises, ne serait-ce que sur le plan technique, technologique et des espaces beaucoup plus... c'est dans ce contexte-là qu'apparaît Méduse, et c'est assez amusant de dire aussi que quand j'étais à Banff, on a accueilli les gens de Méduse qui sont venus voir comment étaient organisés le, le,
les infrastructures de services du BAM Center, autant en photographie qu'en en art médiatique, etc. Alors, cette expérience-là, disons, me permet de jeter un coup d'œil sur ce qui est de l'environnement technologique ici pour la photographie, puis de dire, ben, il faudrait peut-être qu'on fasse des efforts pour mettre à jour, développer, donner la possibilité aux étudiants d'explorer de nouveaux moyens, de nouveaux outils. Quel constat concrètement fais-tu et avec qui fais-tu ce constat-là? On pense entre autres à la présence de René Méthode pendant de nombreuses années dans le Bien secteur sûr, photo. quand j'arrive, il y a René qui est déjà en poste depuis 1 ou 2 ans. Il y a aussi, bien sûr, Marie-André Cossette, qui était prof de photo. Il faut dire que sur le plan des laboratoires qu'on avait pour le développement, puis le tirage des photos, c'est un environnement essentiellement argentique, hein? Et argentique, noir et blanc. On ne peut pas faire de couleur à cette époque-là, ici, ce qui nous met déjà dans une drôle de situation. Puis après ça, ben, début des années 2000, c'est aussi le numérique qui est en train de se développer. Déjà, quand j'étais à Banff, à la fin des années 80, au début des années 90, le numérique, on voyait bien que c'était quelque chose qui était en train de se développer, puis se développer aussi à vitesse grand V. Et c'est dans ce contexte-là, donc, on va faire avec l'équipe, René a été très importante dans ce contexte-là. Marie-André Cossette s'y était associée également. Et on va produire, je suis celui qui va rédiger quelques états de la situation, puis réclamer, ou enfin mettre en place un projet qui s'appelle le Laboratoire intégré de tirage et d'impression numérique, donc qui est aussi une façon là, si on veut, se donner ici des moyens qui permettent aux étudiants donc d'explorer puis d'expérimenter avec un ensemble technologique qui est beaucoup plus près de ce que l'on va retrouver dans le milieu Donc, c'est environnant. le litin tel qu'on le connaît C'est ça. aujourd'hui. Quelles sont, selon toi, les richesses de ce laboratoire-là? Tu m'as déjà parlé, entre autres, de l'impression. Oui, bien, le litin, au départ, donc, c'est cette idée d'un laboratoire. Et dans notre esprit, un laboratoire, c'était aussi un lieu pour faire en sorte qu'on puisse accueillir, qu'on puisse aussi réfléchir sur les moyens technologiques de production de l'image photographique. Et c'était important à ce moment-là de dire, c'est pas juste un service d'impression, c'est un lieu où il va y avoir une expertise, puis qui va pouvoir permettre aux étudiants de développer eux-mêmes leur propre expertise en production, puis en service connexe à l'image photographique. On développe le concept, puis après ça, avec l'équipe, je dirais aussi administrative, parce qu'il y a des personnes qui vont être très importantes. Carole Levin, qui était à la gestion financière à l'école, a été très, très importante aussi de dire, bon, ben, c'est un projet qui, sur le plan conceptuel, se défendait bien, mais encore fallait-il trouver les ressources financières pour acheter les équipements. Et très important aussi, parce qu'on avait dit à ce moment-là, ça va nous prendre une ressource qui va être assignée aux fonctions du litin. Donc, ça voulait dire un poste qui venait s'ajouter pour s'assurer que ça allait être viable, que c'était pas juste un paquet de machines qu'on mettait dans un espace, mais c'était le moyen de transmettre un savoir. Je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais il y avait aussi la fonction veille technologique aussi qu'on voulait associer au litin. C'est-à-dire que la personne ou les personnes qui allaient être en place avaient aussi comme cadre
de leur fonction, de regarder un peu qu'est-ce qui se passait, comment évoluait la technologie, et au fur et à mesure, donc, de s'assurer qu'on va garder ici un ensemble qui permet d'être tout près de ce qui se passe à l'extérieur. Et on voit à ce moment-là l'arrivée d'Alain Fournier, Alain aussi Fournier, important c'est au dans ce Litan. contexte-là qu'effectivement, on va... en fait, le Litain démarre à l'automne 2006 avec l'embauche de Alain Fournier, et les premières opérations, c'est en 2007 que le laboratoire comme tel devient plus fonctionnel. Sur le plan des équipements qui entourent la venue du Litain, je pense, j'ai mentionné que c'était la question aussi de pouvoir faire des grands formats. C'était très important, ou ça paraissait en tout cas à cette époque-là très important, étant donné que jusqu'à ce que le Litain se mette en branle, il n'était pas possible de faire des grands tirages ici, hein. On pouvait faire du petit format en noir et blanc. De la couleur, comme je disais, on ne pouvait pas en faire. On avait fait quelques collaborations dans l'intervalle avec Vue pour nous permettre d'envoyer nos étudiants à Vue pour produire, mais c'était temporaire, cette mesure-là. Donc, grand format, ça, c'était vraiment un besoin très grand, puisque on n'avait qu'à circuler un peu dans les galeries, les centres d'artistes pour voir les formats des œuvres qui étaient produites. Et ça apparaissait vraiment comme un plus. La couleur, ben, c'était vraiment de devenir plus actuel dans nos manières de faire, puis de pouvoir permettre aux étudiants aussi d'explorer cette technologie-là de la photographie couleur. Argentique, numérique, je reviens un peu sur les années de 2000 à 2006, où la photographie numérique, elle se développe là, vraiment, mais à vitesse grand V. Et on va acheter ici les premiers appareils numériques, là, on va les acheter dans les années 2002, 2003. Éventuellement, ton engagement, Richard, va te porter à devenir directeur de programme. Peux-tu me rappeler en quelle année? Oui, je vais prendre la direction du programme en 2008. Et je prends la relève à ce moment-là de Hélène Doyon, qui était prof ici à l'école, juste avant son départ pour l'UQAM. Et Hélène avait été responsable d'une évaluation de programme, hein. C'est un mécanisme périodique que l'université, la direction des programmes du premier cycle de l'université exige que chacun des programmes soit revu aux 4 ans. Donc, je trouve sur mon bureau, en arrivant, en prenant les fonctions de direction de programme, cette évaluation-là et les recommandations qui sont formulées par le doyen. Et entre autres, dans ces recommandations-là, dans ces demandes-là, il y a un point assez important qui est à l'effet de s'assurer que l'enseignement des arts médiatiques soit davantage intégré au programme. Ça, c'est un point important. Après ça, il était question aussi de donner peut-être à nos cours, à notre programme, sur le plan théorique, des assises peut-être un peu plus grandes. Ça, c'est les deux grands axes, là, si on peut dire. Il y a d'autres mesures qui sont réclamées, mais ces deux mesures-là viennent nous donner un peu le ton pour ce qui est de la suite des choses. D'ailleurs, une des recommandations, c'était aussi de changer le nom du programme. Alors, on est passé du bac en arts plastiques au bac en arts visuels et médiatiques. Évidemment, et c'est une question que je pose à plusieurs enseignants, tu as pu te pencher sur la question de la place des ateliers. Je pense que tu as une vision dans l'histoire de l'école, du développement
de Oui, cette place donnée, accordée aux ateliers dans la formation. J'aimerais ça que tu nous en oui. parles. Bien, quand on regardait le programme de l'époque, le programme, on va dire, jusqu'à 2008, on s'apercevait que euh, on avait formulé le souhait que l'atelier soit une partie très importante du programme. Mais en 2008, des ateliers, il n'y en a pas tant que ça. Il y a 12 crédits obligatoires d'ateliers et il y a un 6 crédits qui est optionnel et qui revient aux étudiants de prendre s'ils le veulent ou non à la fin de leur cursus. Alors ça, c'était un peu curieux de constater comment, comment à cette époque-là, bien qu'on souligne, et puis le rapport le soulignait, que l'atelier restait une composante essentielle, mais dans les faits, ça faisait pas tant de cours que ça sur un bac de 90 crédits. On se retrouvait à la fin avec 12 ou 18 crédits d'atelier. Et l'atelier, comme on le sait, c'est ce milieu où l'étudiant est maître d'œuvre de sa formation. Hein? Le contexte général de l'atelier, c'est celui où l'étudiante développe son travail et il ou elle est accompagné par un professeur qui vient la suivre dans son parcours. Alors ça, c'est un constat qui est assez manifeste de dire, finalement, notre programme s'est constitué d'un ensemble de cours où la portion cours optionnelle est très, très importante. Alors, il y avait une espèce de débalancement, et comme le souhait était de retourner peut-être vers un programme où l'atelier serait davantage important, bien, il fallait faire quelque chose. Et puis là, j'ai initié quelques réflexions qu'on pouvait, avec les enseignants, avec professeurs chargés de cours, à quelques reprises, là, on s'était retrouvés autour d'une table à faire une espèce de brainstorming du programme, puis de qu'est-ce qu'il pouvait devenir. Alors, c'était clair, pendant mon mandat, je dirais, qu'il y avait des changements à intervenir et que pas mal tout le monde était d'accord avec cette idée de renforcer dans le programme la place de l'atelier comme lieu de formation, puis lieu principal de cette formation à la création. Il y a eu, il y a quelques années à peine, une grande modification du programme. Est-ce que tu trouves qu'on y est arrivé à cet objectif d'accorder plus de place aux ateliers? Ah ben ça, c'est certain que ce qu'on a, les modifications qui ont été apportées à notre programme à partir de 2000, on va dire c'est 2012 surtout, là, que c'est devenu, entre 2012 et 2014, là, que se sont fait les modifications importantes. On est passé là d'un régime à un autre, là, en termes de place de l'atelier. Actuellement, donc, on a renforcé vraiment de façon très substantielle la présence des ateliers. Il y a des ateliers qui commencent en première année, dès la première année, et qui vont donc être à la base du programme pour l'ensemble du déroulement de l'apprentissage de l'étudiant. Moi, je pense qu'une question importante qui nous reste encore à explorer, c'est la question de notre rapport à la technologie. Je pense que dans un contexte d'art visuel et médiatique de cette époque-ci, il faut à quelque part qu'on puisse être en mesure d'assurer une certaine fluidité à travers l'ensemble des outils qui sont possibles d'explorer, d'expérimenter, d'utiliser dans le contexte des arts visuels et médiatiques de maintenant. Et dans ce contexte-là, ici, l'école a eu un rapport un peu, disons, difficile, on va dire, avec cette question de l'introduction dans le programme d'une réflexion
hein, qui porte sur cette dimension-là du rapport entre technologie et création. Et je pense qu'il s'agit de ce rapport-là, on sait qu'il est omniprésent dans la création contemporaine, et reste que pour s'assurer que nos étudiants développent une réflexion par rapport à ça, bien, il faut aussi que dans nos programmes, dans nos cours, il y ait aussi une volonté comme telle d'interroger ce rapport-là et de s'assurer qu'il y a une grande fluidité entre les outils qui sont possibles d'utiliser pour créer un art visuel et médiatique de cette époque. Et ça, c'est une chose, je pense, qui mérite notre attention et qui mériterait aussi qu'on fasse en sorte d'assurer une bonne représentativité, non seulement aux outils, mais aussi aux idées par rapport à cette inclusion-là dans le champ des arts visuels et médiatiques de la technologie.